Go. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Hello Big Rusty. Hello. Comment ça va? Ça va super bien. Eh ben... Et toi? Je vais très bien, merci. En plus, ravi d'être de retour sur Twitch avec vous toutes et tous. Ça fait plaisir. Ça faisait très très longtemps qu'on n'était pas venus là pour vous dire, un petit peu au niveau de notre emploi du temps. On va revenir essayer quasiment tous les jours, en tout cas de la semaine, d'être là sur Twitch à 9h. Et ensuite, les podcasts seront bien évidemment disponibles sur YouTube, puisque oui, The Road to 100 G's est plus que jamais d'actualité. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Alors, je vais recentrer le Big Rusty. Voilà, il est magnifique. Et puis... on va lancer le générique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Brian Ortega contre Alexander Volkanovski, le main event de cette UFC 266, un main event de très, très, très haut niveau, mais qui passe un petit peu sous les radars, et puis on va essayer de remettre du respect sur ce vent, comme Caris l'a fait auparavant. Mais de l'aveu même d'Ortega, hein, c'est Ortega lui-même qui disait, le vrai main event, c'est Nick Diaz et Robbie Lawler. Et ce que j'ai trouvé très classe et stylé. Eh ben, parfait. Allez, let's go pour le générique. Let's roll, motherfucker, let's roll. Et on est de retour. Ah oui, en plus, il y a Mika13010 qui nous dit « J'ai acheté le t-shirt No More Mr. Nice Guy ». Parfait, merci La Sueur. Bah merci à toi en tout cas pour le soutien. Ça se trouve sur La Sueur Store, donc c'est nos t-shirts, nos petites fringues. Donc on en est assez satisfait. Puis Rust là, qui a ces fameux t-shirts straight out of Stockton. Eh oui, Nick Diaz qui lui revient. Lors de l'UFC 266, on a déjà fait la preview dédiée à Nick Diaz contre Robbie Lawler. Alors Rust, Brian Ortega contre Alexander Volkanovski. L'UFC a fait une assez grosse campagne mine de rien pour ce main event avec le TUF. Là, l'International Fight Week est décalée à septembre et donc à cet événement de l'UFC 266 avec ce choc en featherweight en main event. Qu'en penser, à quoi s'attendre et surtout, est-il possible que mine de rien le titre change demain? Ben, déjà, à quoi s'attendre? En fait, tu l'as dit en préface du podcast, mais à du MMA de très, très, très haut niveau, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on est quasi assuré d'avoir du MMA de très haut niveau, ce qui se fait, en fait, du plus haut niveau en MMA possible et imaginable, et probablement pendant une certaine durée, parce que les deux ne sont pas forcément connus. Alors, ils mettent des finishes de temps en temps, mais ils sont pas forcément connus pour être des Francis Ngannou ou, enfin, à la limite un peu plus Ortega parce qu'il est vraiment capable de terminer, en particulier sur des soumissions. On l'a vu tout au long de sa carrière et généralement en plus dans des combats qui perdaient jusqu'à ce qu'il mette des soumissions de l'enfer, etc. Il est aussi capable, Brian Ortega, de mettre des KO. On l'a vu contre Frankie Edgar, des trucs absolument monstrueux. Mais généralement, ce sont des combattants qui prennent part à des combats qui durent. Généralement. Et le truc, c'est que là, vu la dernière version de Brian Ortega qu'on a eue contre Korean Zombie, qui est peut-être une des progressions les plus hallucinantes que personnellement, je sais pas pour toi, mais que j'avais jamais vu depuis tout ce temps que je suis le MMA. Une telle progression en un relativement aussi court laps de temps, j'avais jamais vu un truc pareil. On est vraiment passé d'un Ortega qui arrive jusqu'au combat de Max Holloway qu'il perd, qui est très talentueux, extrêmement dur au mal, mais quand même très limité, lors de son combat contre Korean Zombie et après son changement de camp d'entraînement, à un des combattants les plus complets, peut-être de la catégorie. Non, c'est un des combattants les plus complets. Après, le problème, c'est qu'il y a Max Holloway, il y a des gars comme Volkanovski, mais ce qu'il a démontré en termes de MMA, c'était juste ce qui se fait de plus haut que vous trouverez à l'UFC. Et tout ça en l'espace de, je crois qu'il y avait 1 an, où lorsqu'il a quitté son ancien camp d'entraînement, où il disait lui-même je ne progressais plus, je n'y restais que par loyauté. Quand il a changé pour aller au Huntington Beach Ultimate Training Center, là où il y a en gros TJ Dillashaw, il y a Juan Archuleta, Cub Swanson, et ben depuis qu'il a été dans ce nouveau camp d'entraînement où il a vraiment, c'est lui qui le dit,
pu travailler en reprenant de zéro, mais pour construire en fait, pour construire des bases, pour se construire vraiment un game en MMA sur lequel il pourrait vraiment s'appuyer, parce que jusqu'à maintenant en fait, Ortega lui-même disait jusqu'à ce que je fasse ce changement de camp d'entraînement en fait. Grosso modo, c'est moi-même j'arrivais sans vraiment de game plan, j'arrivais avec une préparation à peu priste quoi. Enfin et vraiment c'était moi-même je sentais que j'étais toujours ric-rac en fait et que c'était pas normal. Et là, on a senti contre Korean Zombie que ça y est, on avait vraiment Ortega, mais il est passé de Ortega 1.0 à Ortega 5.0 sans transition en fait. Big Rusty, je me permets de te couper. Oui. Contre Korean Zombie, moi j'ai quand même envie, pas de minimiser la performance, mais ce que je retiens aussi de ce combat-là, c'est que jusqu'au coup de coude retourné, c'était quand même un peu chaud pour Brian Ortega. Moi je trouvais qu'effectivement, il y avait la boxe, mais il prenait énormément de coups. Ouais, moi j'ai vraiment, et je garde toujours ça du coin, parce que je l'ai regardé il y a peut-être 2-3 mois une nouvelle fois, et j'ai encore eu cette même impression que jusqu'au coup de coude retourné, tu vois, je mettais vraiment le combat en faveur du Korean Zombie. Certes, Brian Ortega encaissait et continuait d'avancer, mais je trouvais qu'il se prenait un certain nombre de coups, ouais. Après, c'est peut-être... c'est intéressant. Ouais, donc... c'est intéressant parce que ça y est, on a enfin pas une dispute, un désagrément, je sais pas comment dire. King Kong. Mais en gros, parce que je l'ai regardé ce matin et honnêtement, alors il y a ce fameux coup de coude retourné qui change tout. Par contre, pas qui change tout forcément, mais pour qui accentue la domination et pour moi qui change tout. Ouais, c'est ça. Et encore, si je suis tout à fait honnête, justement, et c'est pour ça que ça m'étonne, mais que c'est vachement intéressant que tu dises ça, c'est que moi, honnêtement, je mettais Ortega relativement en contrôle jusqu'à ce coup de coude retourné. Et après, il a accentué encore un peu la domination, mais j'ai pas forcément trouvé de manière hallucinante. Donc pour moi, c'était vraiment un peu linéaire dans la domination, à mon sens, contre Korean Zombie. Mais on verra ce qu'en pensent les gens. Mais en revanche, là où je pense qu'on peut mettre une petite astérisque aussi, c'est que pour moi, il n'y a aucun doute sur la progression de Brian Ortega parce qu'à un moment donné, tu peux pas l'inventer un jeu de feintes aussi complet qu'il n'avait pas avant et qu'il a désormais et des feintes à tous les niveaux. Enfin, c'est-à-dire des feintes de jambes arrière, des feintes de bras arrière, des feintes de bras avant, des feintes de type, des déplacements latéraux, des déplacements intelligents, une construction dans son combat, des attaques qui viennent d'absolument mais de partout en fait. Enfin vraiment, il mettait des low kicks, il mettait des tips, il mettait des side kicks, il mettait des jabs au corps, des bras arrière au corps, des jabs, enfin des crochets, il mettait absolument tout, des coudes, comme tu l'as dit. Il était aussi capable de tenter les mises au sol contre Korean Zombie. C'était voilà, on a eu affaire contre Korean Zombie à un combattant de MMA ultra complet. Et c'est vraiment comme s'il avait passé, du coup, pour ceux qui ont vu des BZ et pour ceux qui n'ont pas vu, ça s'appelle la salle de l'esprit du temps. C'est un truc où, en gros, tu passes 1 heure dans la salle de l'esprit du temps. C'est équivalent à 6 heures. Tu passes 1 minute dans le monde réel, c'est équivalent à 6 heures dans la salle de l'esprit du temps. Donc, en gros, ça veut dire que tu t'entraînes un jour dans la salle de l'esprit du temps. Et ben, tu t'entraînes, c'est comme si tu avais passé, 1 an. Putain, je me suis embrouillé les pinceaux. T'as compris ou pas? Oui, en gros, quand vous êtes dans la salle du temps, vous y restez énormément de temps pour progresser, mais alors que dans le monde réel, ça a à peine changé, voilà. C'est ça, voilà. T'as bien mieux résumé que moi. Et donc, comment il a fait pour y aller, Brian Ortega? Il est allé au Huntington Beach Ultimate Training Center. Mais en gros, c'est parce que c'est vraiment l'impression que ça donne. Il a eu une telle progression que là, il est vraiment arrivé à un niveau où alors on va voir, et c'est là où c'est tout l'intérêt de ce combat, c'est que il va passer de un zombie qui est relativement attentiste quand même. C'est-à-dire que c'est un combattant qui il va chercher le coup parfait en fait. Mais donc ça veut dire qu'en attendant le coup parfait, il va pas débiter, quasiment pas débiter. Il va attendre, il va être passif. Il va peut-être avancer, et de temps en temps il y aura des blitz. Mais voilà, c'est pas, il va pas te matrixer par sa pression, par ses feintes, par les différentes informations qu'il t'envoie. Il est là pour te sniper quand il y a un zombie. Et c'est peut-être là où j'ai une petite réserve, c'est que donc Ortega a brillé contre un style comme celui-là. Mais la question, c'est est-ce qu'il est capable d'imposer ce game contre justement quelqu'un qui propose, grosso modo, qui te grille le cerveau comme Volkanovski. Parce que Volkanovski, c'est ça. Volkanovski, il te propose un peu la même chose, c'est-à-dire des feintes
constante, des changements de rythme, des déplacements, du volume en coups aussi, parce qu'il faut les feintes, mais il faut les coups. Et c'est la question, ça va être, est-ce que Ortega arrive à faire ça, mais contre ce gars-là qui, lui, Volkanovski, il a testé ce game-là contre Aldo, contre Mendes, contre Holloway, et c'est là où ça va être intéressant et peut-être un peu plus compliqué. Après, Volkanovski qui brille aussi par sa double menace, qui lui a permis notamment de s'imposer face à Max Holloway lors du deuxième combat. Là, le problème de Volkanovski, c'est qu'il se retrouve face à un mec, quand il va tenter les takedowns, Ortega va dire, bah vas-y, y a pas de souci, mon gars, on peut aller au sol. Et là, pour le coup, tu vois, je pense que pour Volkanovski, sur ses derniers combats qui sont quand même hyper importants, les plus importants de sa carrière, c'est peut-être pour ça aussi qu'à mon avis, il y a un désamour de Volkanovski, c'est que c'est vraiment le mec qui va battre toutes les légendes, et donc forcément, les gens qui apprécient tous ces combattants-là l'ont un peu mauvaise. Là, il y a quand même une grosse part de son jeu qui, à mon sens, risque, mine de rien, d'être enlevé contre Brian Ortega. Avec la menace de takedown ? Ouais. Ben oui, c'est vrai. Par exemple, tu vois, il a mis des takedowns contre Max Holloway, c'était juste sublime. Ça me faisait beaucoup penser aux takedowns que mettait TJ Dillashaw contre genre John Lineker ou Asun Sao, des trucs laser. Et d'ailleurs, c'est un peu les mêmes où tu vas chercher aussi, tu crochettes avec la jambe et tout ça. Mais vraiment, tu vois, on parlait de DBZ, il se téléporte dans tes jambes en fait. Et enfin, c'est vraiment somptueux ce que fait Volkanovski. Mais j'ai envie de dire oui et non, parce que contre Max Holloway, il avait du succès pour mettre au sol, mais il n'en avait pas tant pour maintenir au sol. Du coup, il a gagné le combat contre Max Holloway, même si je suis d'accord, et le deuxième en particulier, c'est gagné. Mais je veux dire, oui, mais tu gagnes quand même. Tu scores quand même le takedown. Alors, tu scores le takedown, et c'est probablement effectivement ce qui a fait que justement, il a, aux yeux des juges, remporté ce combat. Mais ce que je voulais dire, c'est donc, comme il n'a pas réussi à maintenir Holloway au sol, malgré tout, ça veut dire qu'il est aussi capable de peut-être pas faire jeu égal avec Holloway, mais presque debout aussi. Et c'est là où je veux dire qu'il n'a pas forcément non plus besoin absolument des takedowns pour gagner. Et contre Brian Ortega, je sens ça va être intéressant, mais pour moi, contre Brian Ortega, justement, tu vois, il n'a pas nécessairement besoin et il n'a pas, s'il ne va pas au sol, il a largement de quoi gagner aussi, je pense. Jeu égal avec Max Holloway debout parce qu'il y a cette menace constante. Tu vois, c'est comme qui aurait pu penser que Khabib Nurmagomedov allait faire jeu égal avec Conor McGregor debout dans le 3e round. C'est parce que mine de rien, je pense que Max Holloway savait aussi, et tous les adversaires de Volkanovski se disent, mine de rien, il y a un risque que le mec m'amène au sol aussi. Là, on a quelqu'un, je pense vraiment que Brian Ortega, il va arriver dans ce combat-là. Bien évidemment, on a vu tous ses progrès en boxe anglaise, mais vous connaissez aussi le pedigree de Brian Ortega en jiu-jitsu brésilien. Il sait que, s'il tente une amenée au sol Volkanovski, il va réussir le takedown, je pense, mais à partir du moment où ça va toucher le sol, ou même pendant la tentative, et la guillotine est là aussi, absolument, ça peut être parce que la guillotine, il en met assez souvent Brian Ortega, ça peut être très 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 dangereux pour Volkanovski, tu vois. Et là, du coup, tout ce côté que peut-être tous les autres ont, avec une petite appréhension de se dire, quelque part, on est debout, là je suis quand même dans ma zone de confort, mais on sait jamais ce qui peut se passer, là, Brian Ortega va être beaucoup plus relâché par rapport à ça. C'est vrai, mais mais le truc c'est que en fait, parce que j'ai rematé les combats ce matin et notamment le combat Volkanovski versus Holloway 2 et il met des takedowns magnifiques, mais du coup Holloway se relève, mais là où il a le plus de succès, j'ai trouvé, c'était par exemple au 3e round, si je me souviens bien, Volkanovski. Complètement. Et il n'a pas besoin de sa menace de takedown pour avoir du succès. C'est vraiment uniquement lié aux feintes, pas de takedown, mais de jab et à sa manière. En fait, il s'ajuste un petit peu à Max Holloway. Et Max Holloway peut-être se setback un petit peu aussi, se relâche un petit peu. Mais c'est vraiment purement avec du kickboxing et des feintes de kick et pas forcément de changement de niveau qu'il arrive à surprendre, et en particulier avec les gros crochets de son bras gauche. J'ai pas envie de dire bras arrière parce qu'il change très souvent de garde, mais des jabs et des gros crochets de son bras gauche qu'il arrive à toucher Max Holloway. Et du coup, je ne sais pas si c'est avec ses feintes de takedown, et c'est ce qui rend le truc encore plus beau à mon sens, mais qu'il arrive à mettre en danger ses adversaires. Il a un jeu en kickboxing, on le cite tout le temps, mais Eugene Berman, City Kickboxing, qui fait que avec un jeu de feintes ultra profond et vraiment une science du striking, qui fait qu'il arrive aussi à être à ce niveau-là. C'est pour ça que
Je sais pas. En fait, c'est assez cool parce qu'on n'aura jamais eu autant de points de divergence dans les podcasts, mais tu vois, parce que j'aurais tendance à penser aussi que, alors, c'est extrêmement dangereux parce que, comme tu l'as dit, les guillotines, déjà rien que la guillotine comment dire, de Brian Ortega, il est connu pour ça. Il l'a placé contre, par exemple, Cub Swanson, d'ailleurs, avec lequel il s'entraîne maintenant, et c'est létal, mais c'est tellement létal. Et son jiu-jitsu brésilien est connu pour être un jiu-jitsu prodigieux, au sens de vraiment, c'est un prodige en fait. Mais on a vu tellement tu sais, on s'y réfère tout le temps, mais par exemple, les combats de Roger Gracie, qui est un des GOAT du jiu-jitsu brésilien. Alors, c'est avec le gi qu'il est un des GOAT, donc c'est peut-être un petit peu différent par rapport à MMA, mais on se souvient que ces passages au MMA n'ont pas forcément été couronnés de succès parce qu'il y a le jiu-jitsu brésilien et il y a le MMA. Mais je te rejoins à 100% parce que il a prouvé que c'est en MMA qu'il était très performant avec son sol, Brian Ortega. Mais là où je veux en venir, même si je te rejoins à 100%, là où je veux en venir, c'est que je pense que c'est un champion, Volkanovski, il est entouré des meilleurs, et même au sol, je me demande si, comme Adesanya, il s'entraîne pas avec la Atos. Attends, je sais plus comment ça s'appelle, mais un combattant de jiu-jitsu brésilien qui est extrêmement bon et qui s'entraîne aujourd'hui avec Adesanya. Et je pense que, en plus, avec son background de lutteur, il a un énorme niveau. Je crois qu'il a été champion d'Australie de lutte, Volkanovski. Je suis quasiment sûr. Je me souviens avoir entendu ça pendant le combat contre Holloway. Je pense qu'il est capable de faire un petit peu, tu sais, cette espèce de fameuse lutteur qui maintient et qui certes ne brille pas, mais juste neutralise un combattant même prodigieux de jiu-jitsu brésilien. Et je me demande si Volkanovski n'est pas capable de faire ça, même si ça va au sol. Mais encore une fois, c'est une inconnue, parce que j'en sais rien. Je dis juste ça parce que c'est un très bon lutteur, Volkanovski. Mais voilà, c'est pour ça. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec ce combat-là, il y a vraiment, mais Galvao, c'est quasiment que des inconnus. De quoi, pardon? Le coach de jiu-jitsu brésilien, Galvao. Galvao, c'est ça, André Galvao. Exactement. Ouais. C'est ça. Et comment merci dire, et chat, c'est pour ça. Ouais, putain, ça vient du chat. Putain, merci les gars. Et c'est pour ça que c'est tellement fascinant, c'est que ce combat, il y a surtout des inconnus en fait, au niveau de comment les styles de Volkanovski et Ortega se matchent. Et c'est vraiment des inconnus parce qu'ils sont à un tellement haut niveau et ils sont tellement complets que, enfin, vraiment, je suis incapable de donner un pronostic. J'en serais incapable. Tout ce que je sais, c'est que ça va être magnifique au niveau du MMA qu'on va avoir, mais je suis incapable de dire, ça va être vraiment, je pense, en fonction de qui arrive à imposer son game. Mais comme les deux se reposent sur beaucoup de feintes, se reposent sur un jeu extrêmement complet, sur un jeu en volume un peu plus pour Volkanovski qu'Ortega, sur, comment dire, une créativité aussi et une compréhension du MMA dans son ensemble, parce que les deux ont une compréhension vraiment des transitions qui est juste, mais franchement, ça donne envie de pleurer. On l'avait dit avec Volkanovski, mais il comprend tellement les transitions dans le sens, c'est pas, il y a le striking, la lutte et le sol. C'est tout ensemble pour Volkanovski. Et Ortega, c'est pareil. Quand on voit ce qu'il est capable de faire contre Korean Zombie, on va surtout se focaliser sur Korean Zombie parce que c'est là où vraiment il est passé au niveau supérieur. Mais quand on voit ce qu'il est capable de faire, quand il met contre la cage ou qu'il met au sol, il arrive à trouver les ouvertures parfaites pour placer des coudes. Il se relève quand il faut, mais quand il se relève, il trouve aussi des moments pour mettre des coudes et des genoux dans les transitions. Enfin, il est jamais concentré sur un aspect du game, il le comprend dans son ensemble. Et c'est ça qui est juste, c'est ce qui se fait de plus beau dans ce sport, en fait. Et oui, et juste, je finirai là-dessus, parce que je pense qu'on commence à en avoir un petit peu fait le tour, mais je finirai sur, en tout cas pour moi, sur le combat de Ortega était sublime contre Korean Zombie, mais tu l'as évoqué au début, il y a ce coup de coude retourné, là. Honnêtement, le coup de coude retourné de Ortega contre Korean Zombie, je l'ai rematé ce matin, et en fait, je l'avais oublié. Et pour moi, ça s'apparente presque à de la magie, en fait, ce qu'il fait. Parce que jusqu'à ce coup de coude retourné au second round, ce qu'il faisait était magnifique. Ortega, on l'a dit, extrêmement complet, varié, divers, intelligent, etc. Mais là, ce qu'il fait là, en gros, la manière dont ça se passe, c'est ils sont tous les deux, ils sont en posture, ils se regardent. Il y a Korean Zombie qui initie un blitz, donc il commence à avancer et à faire, je crois que c'est 2-3 pas, mais vraiment en avançant pour décapiter Ortega. Et Ortega, et ça c'est un truc, oui tu peux l'entraîner, mais ça veut dire qu'il y a une intelligence de combat, mais instantanée, un talent et une lecture du jeu qui, pour moi, c'est un tel niveau que je ne le comprends même pas, tellement, je ne comprends même pas qu'il soit capable de faire ça, en fait.
qu'un humain soit capable d'avoir cette intelligence, cette réactivité, et ça me dépasse. Parce que donc Korean Zombie arrive, il fait quelques pas pour essayer de toucher Ortega, et Ortega, mais genre en toute décontraction, il recule, mais pas juste en ligne droite, ce qui est le signe d'un très bon striker qui comprend le striking. C'est il fait un pas où il recule, il voit que le blitz continue, et donc il fait un pas de côté, latéralement, et là, en gros, il a compris où allait le Korean Zombie, et donc en toute décontraction, après avoir fait un pas derrière et un pas sur le côté, il cale le petit coup de coude retourné parfaitement exécuté, qui touche, alors il le touche un peu plus avec le triceps que la pointe du coude, mais quand même, et il arrive à toucher en mode no look Ronaldinho, Korean Zombie, qui lui est toujours sur sa ligne d'attaque. Franchement, allez le voir, c'est à la fin du second round, c'est, pour moi, c'est vraiment, tu sais, c'est ce qui s'apparente le plus à quelque chose de genre mais vraiment de magique, en fait, dans le sens, tu vois, c'est un peu comme dans tous les romans, genre les Warhammer, les trucs comme ça, où à un moment donné, les mecs ont une technologie tellement avancée que pour ceux qui la découvrent sans l'avoir vue avant, en gros, ils pensent que c'est de la magie, tu vois. Bah là, pour moi, c'est un peu pareil. Quand c'est à ce niveau-là, c'est juste beaucoup trop beau, en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est que il y a énormément d'inconnus dans ce combat et on sait pas où ça va aller et j'ai aucune idée, je me garde, enfin, si, il faudra faire un pronostic, donc je ferai un pronostic, hein, mais au fond de moi, j'en ai aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est que quand on a des choses comme ça qui peuvent se passer, qui dénotent d'un talent extraordinaire, d'une compréhension du MMA extraordinaire, et deux combattants aussi complets, tout ce que je sais, c'est qu'on va avoir un spectacle exceptionnel, et c'est tout ce qui compte, tu vois. Rust, quid du kicking game. Quid du kicking game de Volkanovski contre Brian Ortega. Ce qui est bien, c'est que ce soit l'un ou l'autre, on l'a dit, il y a vraiment une science des feintes avec les jambes, hein, donc et du striking, dans le sens ils sont capables de déployer toute une panoplie de striking pour faire face à toute situation. Ça veut dire que les deux comprennent quand, comment et où il faut utiliser tout leur arsenal de jambes. Enfin, que ce soit les sidekicks pour arrêter une avancée ou même aller casser un peu les jambes ou quoi que ce soit, mais que ce soit même des types pour intercepter ou des types pour harceler, que ce soit des low kicks pour meurtrir les jambes, enfin, et à tous les niveaux, des low kicks, des low kicks sous le genou, enfin, au niveau du kicking game, honnêtement, ça va être la fiesta. Enfin, ça va être Bayonne, quoi. Ça va être monstrueux, ça va être magnifique. Mais pareil, j'aurais envie de dire que le kicking game de Volkanovski est peut-être un peu plus dynamique et peut-être un peu plus rapide et affûté que celui de Brian Ortega. Mais d'un autre côté, comme Brian Ortega travaille un peu plus en longueur, il peut aussi poser des problèmes. Tandis que il est plus compact, Volkanovski. Donc je sais pas trop comment ça va pouvoir se passer. Je sais pas trop. Probablement que ce sera Volkanovski qui essaye de faire des téléportations latérales et ensuite il arrive pour essayer de couvrir la distance le plus vite possible pour essayer de toucher Ortega, et Ortega qui reste à distance avec un kicking game, bah il est un peu moins rapide, mais justement qui sera capable d'utiliser en longueur. Enfin je ne sais pas comment ça se passera, mais en tout cas les deux ont largement les armes pour gêner l'adversaire, quoi. Place au pronostic, Rust. Après, il convient quand même de dire quelque chose qui est important dans la mythologie rustique, c'est que Brian Ortega se projette déjà sur une revanche face à Max Holloway. Et ça, chez Rust, c'est rédhibitoire. Et t'as bien raison de le rappeler. Je me l'étais dit avant le podcast et j'avais oublié, heureusement que t'es là. Mais ouais, c'est pour ça que je vais mettre mon pronostic en faveur de Volkanovski. C'est que il a fait la spéciale. Il a fait la spéciale. Mais non, mais il le fait, et c'est pas que je déteste ça, c'est que, en fait, je déteste ça parce que c'est un peu comme les lignes d'autoroute, hein. Ça se trouve, c'est moi qui suis très biaisé et que, en gros, ma ligne d'autoroute avance tout aussi vite que celle d'à côté, et j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment l'impression, et il y a beaucoup d'exemples pour nourrir cette impression, mais que dès que quelqu'un commence à se projeter au-delà du combat qui est devant lui, quand c'est un combat de très haut profil comme ça, ben, généralement, les dieux du MMA et l'univers lui mettent un petit taquet, un petit steak derrière la tête comme ça. On l'a vu tellement de fois, et alors je sais plus ce qu'on cite à chaque fois, mais il y a les Rockhold avec Blachowicz, il y a Phil Davis qui faisait ça avec John Jones avant de
prendre Anthony Johnson. Il y a énormément d'exemples. C'est toujours les deux connus sur lesquels on se raccrochera. Et là, donc Ortega a dit, c'est ça là où tu voulais en venir, mais a dit grosso modo qu'il espérait une revanche avec Max Holloway. Je ne sais plus quels sont ses mots, mais voilà, il est déjà en mode une fois que j'aurai battu Volkanovski, moi c'est Max Holloway que je veux. Et ça, pour moi, personnellement, c'est un big no-no parce que c'est généralement ça tourne mal. Hashtag ça tourne mal. Et du coup, c'est pour ça d'ailleurs, c'est sur ça que je vais baser mon pronostic puisque j'étais indécis pour dire Volkanovski décision. Et ben voilà, pareillement, décision aussi en faveur de Volkanovski pour ma part. Je pense qu'il va poursuivre son run et peut-être qu'il va... Ça dit, Volkanovski lui aussi s'est un peu projeté en ouvrant la voie une trilogie face à Max Holloway. Merde. Ça s'annule. Non, mais quand même, je pense que comme Volkanovski est champion... Non, et vraiment, moi vraiment, je pense que le fait que... Non, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué à pronostiquer. Je vais quand même mettre Volkanovski parce que je pense il sait vraiment comment gérer un combat, tu vois, par rapport à énormément d'autres adversaires de Brian Ortega. Là, il tombe sur quelqu'un qui sait gérer un combat, qui a aucun problème à gagner par décision. Au contraire, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui est minutieux, méthodique dans son approche. Et je pense que ouais, je vois une victoire de Volkanovski, et c'est pas un petit mais, à mon sens, vraiment, le fait que Brian Ortega présente tous ses dangers, tu vois, que ce soit dans les amener au sol et même au sol, à mon avis, ça va énormément le perturber. Et je pense même qu'il va, du coup, avoir un Volkanovski qui va, à mon avis, ne va jamais tenter de ce côté-là. Ah, c'est fort possible. Je sais pas trop ce qu'on peut rajouter ou dire parce que c'est vraiment, tu vois, il y a tellement d'inconnus que on en est là, quoi, on en est resté de là. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment hâte d'y être, quoi. Parce que même si c'est pas le combat le plus attendu, parce que je pense que même si j'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme traction sur cette UFC, je pense que le combat le plus attendu, ça reste le retour de Nick Diaz. Mais après, c'est quand même Brian Ortega. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? 209. Oh, wow. Bon, allez. Fini les bêtises. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci de nous avoir suivis tous les matins à 9h environ, la sueur sur Twitch, Big Shout out My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. On nous demandait dans le chat quel était le sweet de Ross. Bah voilà, c'est un sweet My Protein porté aussi par Israël Adesanya, n'oublions jamais ça. Et une fois qu'il a vu qu'on l'avait porté, forcément. Exact. Oh là là là, ça il ne se sent plus. Big Shout out Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See you soon. Et puis oui, rendez-vous samedi vers, 23h, quelque chose comme ça, 23h, 23h30 pour le podcast d'avant événement UFC, vous le savez. Et là, en plus, le trio des enfers sera réuni pour la première fois de notre histoire sur Twitch en présentiel. C'est pas rien, ça, quand même. Normalement, oui, normalement. Parce qu'on connaît un Lascar. Allez, à la prochaine. Allez, see you. Oh my lord. Allez, cool. On se quitte sur la petite outro.